Donc cette première table ronde de la journée est intitulée Climat et énergie, les fausses représentations. Parce qu'on regarde tous la météo, on utilise tous l'électricité, mais en fait, dans le grand public, on se rend compte qu'il y a souvent quelques fausses représentations assez approximatives, voire totalement inexactes, de ce que sont le climat et le réchauffement climatique et de la situation de l'énergie. Et donc pour parler de ces sujets aujourd'hui, nous accueillons tout d'abord le docteur François-Marie Bréon, donc, qui est chercheur climatologue. C'est un ancien élève de l'École nationale supérieure de Paris, docteur en physique, et il est actuellement directeur adjoint du laboratoire de sciences du climat et de l'environnement au CEA. Et au-delà de ses activités professionnelles, il s'intéresse beaucoup à la question de l'énergie et des pseudosciences. Et dans ce cadre, il est membre du conseil scientifique de Sauvons le climat et du conseil d'administration de l'AFIS depuis cette année. Nous accueillons également M. Olivier Appert, donc, qui est délégué général de l'Académie des technologies, conseiller du Centre énergie de l'Institut français des relations internationales et président de France Brevet. C'est un ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur général des mines, qui a occupé différents postes au ministère de l'Industrie et au cabinet du Premier ministre, ainsi qu'à l'Agence internationale de l'énergie. Il a été président directeur général d'IFP Énergie Nouvelle de 2003 à 2015 et du Conseil français de l'énergie. Et pour finir, nous accueillons également le professeur Yves Bréchet, donc, qui est professeur à l'université Grenoble-Alpes. C'est un ancien élève de Polytechnique, docteur en métallurgie. Il est membre de l'Académie des sciences, directeur scientifique de Saint-Gobain et président du conseil scientifique de Framatome, et ancien haut-commissaire à l'énergie atomique au CEA. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages scientifiques, titulaire de la chaire annuelle Innovation Technologie au Collège de France en 2012, et membre junior puis senior de l'Institut universitaire de France. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment la Légion d'honneur en 2010. Et donc pour entamer cette table ronde, je me tourne vers François-Marie. Si tu peux nous parler un petit peu des mouvements climato-sceptiques en France et à l'international. Bon, en fait, sur le climato-sceptique, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est que c'est quand même essentiellement une espèce en voie de disparition. Et on ne pouvait pas dire la même chose il y a une dizaine d'années. Mais alors, une espèce en voie de disparition, ça ne veut pas dire que c'est une espèce éteinte. Ceci dit, pour parler de climato-scepticisme, il faut bien voir qu'il y a différents niveaux de climato-scepticisme. Le premier niveau, c'est de dire non, mais il n'y a pas de changement climatique ou le climat a toujours varié. Ça, là, pour le coup, je pense que les gens qui disent ça, c'est une espèce qui est à peu près éteinte, hein, parce que tout le monde reconnaît qu'il y a maintenant suffisamment de signes que le climat change effectivement. Il y a des relevés de température qui sont très nets. Il y a la disparition des glaciers dans les Alpes que chacun d'entre nous peut voir, la fonte du Groenland ou de l'Antarctique qui est très claire. Maintenant, il y a des gens qui disent oui, certes, le climat change, mais c'est pas dû aux activités humaines. Donc ça, il y a encore pas mal de gens qui disent ça, et y compris des scientifiques de renom. Hein, pendant un moment, c'était Claude Allègre qui tenait le haut du pavé pour dire ça, et puis maintenant, des gens comme Vincent Courtillot. Et puis un certain nombre de gens qui sont des scientifiques. Hein. Pour moi, celui qui essaye de prendre un peu la place de Claude Allègre, c'est quelqu'un qui s'appelle François Gervais, qui est un ancien professeur de physique à l'université de Tours et qui se parle un peu partout pour dire oui, mais tout ça, en fait, on dit que c'est le CO2, mais pas du tout. C'est très probablement le Soleil, ou parce que de toute façon, c'est des cycles. Bon, donc, mais globalement, je dirais, les gens qui disent ça, c'est quand même une espèce en voie de disparition. Maintenant, ensuite, on peut dire, oui, certes, le climat varie, certes, c'est bien dû aux activités humaines, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Et donc, ce qui est plus important, c'est l'activité économique, c'est la croissance du PIB et c'est les emplois. Et en fait, Donald Trump, finalement, il est arrangé dans cette catégorie-là. Il y a des gens qui disent Donald Trump est un climato-sceptique qui nie le changement climatique. Non, c'est pas ça. Dans le discours, quand il a décidé de sortir des accords de Paris, il a bien dit oui, il y a du changement climatique, oui, c'est dû aux activités humaines, mais il n'y a pas de raison que les États-Unis fassent la majorité des efforts. Et ce qui est plus important pour moi, c'est les emplois des mineurs américains.
Et donc ça, là pour le coup, on n'est plus dans une question scientifique. Tout à l'heure, dans le discours d'introduction par Jean-Paul, il a été bien dit que la science ne dit pas ce qu'on doit faire. Et effectivement, ce qu'on appelle les climato-sceptiques qui disent, certes, le climat varie, mais c'est trop coûteux de faire des efforts, ça relève du champ politique, et donc ce n'est pas à la FIS de se positionner sur ce champ-là. Même si, à titre personnel, je suis bien persuadé que le changement climatique va avoir des conséquences qui sont absolument énormes, et donc ça doit être un sujet absolument principal qui devrait primer sur les autres. Ce n'est pas une position qu'on doit tenir dans une assemblée réellement scientifique, je pense. Est-ce que tu peux revenir sur quelques arguments classiques qu'utilisent les climato-sceptiques de la catégorie qui reconnaissent qu'il y a un réchauffement mais qui contestent qu'il soit d'origine anthropique ? En fait, les arguments sont rarement très, très développés. Ce qu'ils mettent en avant, c'est par exemple des corrélations entre certaines variables du soleil et certaines variables du climat. Et par exemple, Courtillot met encore en avant, dans ses dernières interventions, qui sont encore en 2018, par exemple, une corrélation sur l'activité du Soleil qu'il mesure, je ne sais pas très bien comment, parce que c'est pas clairement explicité, et puis la longueur temporelle des perturbations aux Pays-Bas. Mais donc, manifestement, ça ne s'applique pas à la France, il y a d'autres pays. Donc, ça, pour moi, ça ressemble vraiment beaucoup à une pêche aux corrélations. C'est-à-dire que si on prend 50 variables solaires différentes et 50 variables climatiques différentes, on va bien en trouver un couple qui soit corrélé. Et donc, quand je vois un excellent scientifique de la trempe de Vincent Courtillot qui utilise ce genre d'argument pour dire « Regardez, il y a très probablement quelque chose par derrière. » Et ça, d'ailleurs, ces corrélations, elles ne sont pas dans les climats. Moi, ça me laisse sans voix. Pour moi, c'est bien évidemment du cherry picking en anglais. Mais c'est le niveau de ce qui est utilisé. Alors la seule argumentation qui est un petit peu développée, c'est l'idée que les rayons cosmiques pourraient avoir un effet sur les nuages, et donc c'est ça qui entraînerait une modulation solaire, ce qui permettrait par exemple d'expliquer une surreprésentation de l'impact du flux solaire. Ces choses-là ont été regardées de près, mais en fait, il n'y a rien par derrière. Mais enfin, voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce que tu pourrais expliquer quelques fausses représentations qu'on a souvent dans le grand public sur ce qu'est le réchauffement climatique ? Typiquement, on parle toujours du CO2, essentiellement du CO2. J'ai cru comprendre que le CO2 n'était pas le principal gaz à effet de serre, et même qu'il y avait d'autres émissions qui contribuaient également au réchauffement climatique. Alors, peut-être que, donc effectivement, on parle beaucoup de CO2, et moi-même, quand je fais des interventions publiques, je parle essentiellement du CO2, alors qu'il est vrai qu'il y a d'autres gaz à effet de serre anthropiques, il y a en particulier le méthane et le protoxyde d'azote, et qui sont moins importants, et de toute façon qui relèvent exactement de la même problématique. Donc généralement, je dis, oui, il y a d'autres gaz à effet de serre, mais écoutez, il faut que je fasse un exposé en 45 minutes, donc je vais vous parler que du CO2, même s'il y a d'autres gaz. Donc, par exemple, le méthane, ça relève aussi des activités humaines. C'est pas exactement la même chimie, choses comme ça, mais quand on fait, donc même si dans la littérature scientifique et dans les rapports du GIEC, on parle bien évidemment des autres gaz à effet de serre, lorsqu'il s'agit de parler au grand public et qu'on n'a généralement pas beaucoup de temps, si on veut continuer à garder leur attention, on est obligé de se concentrer sur un seul gaz. Et c'est totalement légitime de se concentrer sur le CO2 parce que c'est quand même le premier gaz à effet de serre anthropique. Et en plus, c'est un gaz qui a une très très longue durée de vie, donc finalement ça nous impacte sur les générations futures. Alors d'autre part, tu avais une autre question, Jean-Jacques, sur le CO2, le dioxyde de carbone n'est pas le premier gaz à effet de serre. Donc c'est vrai, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Mais simplement, il y a une énorme différence entre le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, c'est que la vapeur d'eau précipite. C'est-à-dire que si vous injectez, si vous avez un mécanisme qui injecte de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, il va y avoir plus de nuages et plus de précipitations, et donc cette vapeur d'eau excessive va être évacuée.
alors que ce n'est absolument pas le cas pour le CO2. Donc quelquefois on me dit, mais tiens, mais au fait, les centrales nucléaires, ça met plein de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Bon, d'une part, le flux des centrales nucléaires est totalement négligeable. Le flux de vapeur d'eau issu des centrales nucléaires et autres centrales thermiques est totalement négligeable par rapport au flux naturel, au flux d'évaporation. Mais de toute façon, j'insiste sur le fait que donc les injections humaines de vapeur d'eau dans l'atmosphère n'y restent pas et donc ne contribuent pas à une augmentation de l'effet de serre. Est-ce que tu pourrais également nous aider à se représenter un peu ce que c'est que le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne d'ici 50 ans ou 100 ans ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a vraiment comme impact ? Est-ce que les catastrophes naturelles, les inondations qu'on a eues cet hiver peuvent être directement attribuées au réchauffement climatique ? Alors, il y a plein de choses dans cette question. Donc, le réchauffement climatique, à la base, c'est quoi ? Donc, je veux dire, le driver, enfin, la cause principale, c'est donc l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui conduit, c'est un processus physique qui conduit à un réchauffement. Et puis, quand vous avez réchauffement, évidemment, il y a un changement climatique. Donc, quelquefois, on parle de réchauffement climatique, et quelquefois, on parle de changement climatique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce changement climatique, cette modification des vents, cette modification des précipitations, potentiellement la modification des distributions de nuages, est causée au départ par ce réchauffement qui lui-même est causé par les gaz à effet de serre. Donc tout ça, ça a un certain nombre d'impacts, ça va modifier un certain nombre de distributions. Donc évidemment, quand il y a réchauffement, le premier impact, c'est que les périodes chaudes, donc les canicules deviennent plus fréquentes. Ça, c'est un effet qui est pratiquement direct, pratiquement mécanisme. Et puis, comme je le disais il y a 2 minutes, ça va changer d'autres choses, ça va changer la circulation atmosphérique, ça va changer la circulation marine, et du coup, il peut y avoir des choses qui se produisent plus fréquemment que d'habitude, ou moins fréquemment, ou qui ne se produisent pas au même endroit que ça se produisait d'habitude. Alors ensuite, quand on a un événement donné, on se pose la question, mais est-ce que ça, c'est le preuve du changement climatique ? Donc tu as mentionné les inondations qu'on a pu avoir en juin dernier, qu'on avait déjà eu aussi 2 ans plus tôt. Et donc là, en particulier dans mon laboratoire, on fait un petit peu ces analyses, on essaye de mettre des attributions. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut jamais dire cet événement-là, c'est une preuve, enfin, il est lié à 100% au changement climatique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'exercice de dire, tiens, des événements de ce type, sans changement climatique, il produisait une fois tous les 150 ans, et puis avec le changement climatique, il se produit une fois tous les 50 ans, typiquement. Donc c'est toujours, ça augmente, ou ça modifie en tout cas, la fréquence d'apparition de ce type de phénomène. Donc on peut dire que le changement climatique rend ces phénomènes plus fréquents ou moins fréquents, mais on ne peut jamais dire cet événement-là est directement lié au changement climatique. Alors à quelques exceptions près, par exemple la remontée du niveau des mers, ça c'est quelque chose qui est directement relié au changement climatique, et donc là on va pouvoir l'attribuer. Mais des précipitations extrêmes, par exemple, non, on ne peut pas dire avec certitude qu'un événement donné est lié au changement climatique. Et du coup, vers quoi est-ce qu'on s'oriente en termes de réchauffement climatique aujourd'hui ? Quelle est la perspective, la trajectoire actuelle ? On parle de plus en plus du réchauffement climatique. Est-ce qu'on commence à réduire nos émissions ? Donc, les trajectoires, donc, effectivement, c'est un travail essentiel des climatologues de pouvoir dire, tiens, quel va être le changement climatique ? Alors, généralement, on essaye de le quantifier pour, tiens, qu'est-ce que ça va être à la fin du siècle ? Est-ce que ça va être plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 4, plus 5 ? Donc, pour ça, donc les climatologues peuvent faire ce type d'estimation. Maintenant, il y a 2 types d'incertitudes, en fait. La première incertitude, ce sont que les modèles de climat, c'est une représentation imparfaite de la réalité. Et la preuve, c'est que si vous prenez 2 modèles de climat qui ont été développés par 2 groupes différents, ces modèles de climat, pour les mêmes conditions limites, ils vont vous donner des résultats qui ne sont pas exactement les mêmes.
Donc ça, c'est un peu une incertitude qui est liée vraiment, c'est parce que les climatologues n'ont pas bien fait leur boulot encore, et il faut qu'ils progressent dans la modélisation. Et puis il y a une autre incertitude qui est liée, mais quelle va être la trajectoire des gaz à effet de serre? Est-ce que les États vont finir par se mettre d'accord et vont prendre des mesures pour limiter les émissions? Donc est-ce que c'est la COP21 qui va gagner? Ou au contraire, est-ce que, de toute façon, tout le carbone, en gros, est-ce que c'est les gilets jaunes qui vont gagner et que donc, finalement, on va prendre aucune mesure pour réduire nos émissions et donc on va partir sur des trajectoires toujours croissantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ça, c'est deux types d'incertitudes qui sont vraiment très différents. La première incertitude, c'est le travail de gens comme moi de les réduire. Et puis la deuxième incertitude, c'est plutôt une incertitude d'ordre sociologique ou politique. Alors ensuite, comme je disais, moi je travaille plutôt sur la première incertitude. Quel va être le changement climatique à la fin du siècle pour des conditions de gaz à effet de serre données. Donc on voit bien on s'oriente vers des réchauffements qui sont typiquement entre 2 et 5 degrés. Et comme je disais, donc ça c'est un réchauffement global moyen, mais on sait, là pour le coup, tous les modèles sont d'accord pour dire que les terres vont se réchauffer plus que les mers, les hautes latitudes vont plutôt se réchauffer plus que les basses latitudes. Donc ça, tout ça, c'est des certitudes, c'est-à-dire dans le sens où tous les modèles de climat nous disent un peu des choses qui sont totalement cohérentes là-dessus. Et par contre, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Et donc l'exemple que j'aime bien donner, c'est les précipitations sur l'Amazonie. On aimerait bien savoir, tiens, est-ce que la forêt amazonienne, elle va pouvoir rester comme elle est aujourd'hui? Et bien là, il y a des modèles de climat qui nous disent que dans un climat plus chaud, la forêt amazonienne, il va plutôt y avoir plus de précipitations. Et puis il y a d'autres modèles de climat qui disent que sur la forêt amazonienne, dans le cas d'un réchauffement, il va y avoir moins de précipitations. Et du coup, en fait, si on pose la question à un climatologue, qu'est-ce qui va se passer sur l'Amazonie? Le climatologue honnête est obligé de dire, pour le moment, on ne sait pas. Malheureusement, il y a encore trop d'incertitudes sur notre modélisation du climat. Bon, donc voilà, il y a des choses qui sont à peu près certaines, il y a des choses qui sont pas aussi certaines. Ou même pas connues du tout. Donc typiquement, finalement, les sociétés humaines sont aussi très sensibles aux modifications des précipitations, du régime des pluies. Donc pour la France, on sait que tout ce qui concerne le sud de la France, et de manière générale le bassin méditerranéen, les climatologues sont à peu près certains qu'on va vers un assèchement, c'est-à-dire qu'il va y avoir plutôt moins de précipitations. Et par contre, sur le nord de la France, on pense plutôt qu'il va y avoir plus de précipitations. Mais même là, ça, c'est pas aussi clair que ça, parce qu'il y a des modèles qui disent plutôt le contraire. Et ensuite, pour ce qui est, par exemple, les événements extrêmes, donc on est certain qu'il va y avoir plus de canicules, parce que ça, c'est vraiment directement relié au réchauffement. Mais par contre, sur les cyclones, les choses sont pas si claires que ça. Et les climatologues et les rapports du GIEC sont vraiment très, très prudents sur cette question. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est sur le niveau des mers, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on arrivait à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le niveau des mers va continuer à monter, et il va continuer à monter pendant plusieurs siècles. Ce qui veut dire qu'en fait, une augmentation du niveau des mers de plusieurs mètres, c'est quelque chose qui est déjà écrit. En fait. Les générations futures vont devoir s'adapter à un niveau des mers qui va être plusieurs mètres qu'aujourd'hui. Alors, ça ne va pas être ce siècle-ci, donc ça ne va pas être nous, ça ne va pas être nos enfants, ça ne va pas être nos petits-enfants. Mais enfin, si on vraiment s'intéresse aux générations futures, il faut bien voir qu'on leur a quand même déjà laissé un sacré caillou dans la chaussure, parce qu'il y a un certain nombre de villes qui sont déjà condamnées, en fait. Merci. Je me retourne maintenant vers Monsieur Appert. Quand on pense au réchauffement climatique, aux causes du réchauffement climatique, on pense souvent à la production d'énergie, à la production électrique. Est-ce que c'est vraiment la production électrique qui est majeure dans la trajectoire mondiale du réchauffement climatique? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur des enjeux énergétiques de la situation? Effectivement, quand on parle, j'ai tendance à dire l'électricité, c'est 20% des problèmes et 95% des commentaires. 20% des problèmes parce qu'effectivement, ça représente 20% de la consommation énergétique. Au-delà de cette boutade,
je voulais rappeler quelques chiffres. D'abord, les émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement de 2 secteurs. Le secteur énergétique, c'est évident, environ 75%, mais il y a un autre secteur dont on parle peu, c'est le secteur agricole. Et le secteur agricole représente de l'ordre de 25% des émissions totales de gaz à effet de serre, CO2, méthane, avec ces 24% se répartissent en 11% environ pour la production, alors ce sont des chiffres mondiaux, 11% pour la production agricole et pour l'élevage. Le changement d'usage et la déforestation représentent de l'ordre de 10% des émissions de gaz à effet de serre et les feux de forêt ou les feux de tourbe représentent 3%. Donc les 75% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de l'énergie, mais 25% aussi proviennent du secteur agricole. Alors, la production d'électricité, je cite des chiffres, retenez simplement les ordres de grandeur, toujours au niveau mondial. En 2017, les émissions globales de gaz à effet de serre ont représenté 33 milliards de tonnes équivalent CO2. La production d'électricité représente de l'ordre de 13 milliards, c'est-à-dire c'est bien 30-35% des émissions totales, et la consommation finale d'énergie représente le solde. On a tendance à considérer en France ou en Europe que le charbon est fini. En fait, l'essentiel des émissions, la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre proviennent du charbon, 44% en 2017. Le pétrole représente 31% et le gaz ne représente que 21%. Je parle des émissions du secteur de l'énergie. Et d'après les estimations publiées juste cette semaine par l'Agence internationale de l'énergie, ces chiffres ne devraient pas beaucoup changer dans la mesure où, en 2040, la part du charbon, les émissions devraient continuer à augmenter faiblement, de l'ordre de 10%, mais la part du charbon devrait baisser, mais baisser faiblement, de 44 à 39%. Le pétrole devrait rester, les émissions liées au pétrole devraient rester à peu près stables. Par contre, les émissions de gaz, les émissions liées au gaz naturel devraient augmenter. Le charbon, j'insiste, le charbon, c'est l'éléphant qui est dans cette salle et dont on ne parle pas. Il faut se rappeler, pour comprendre quand même les enjeux internationaux du changement climatique et les enjeux énergétiques, que la moitié de la consommation du charbon, c'est en Chine. Que malgré les efforts considérables qui sont faits en Chine pour réduire, non pas les émissions de CO2, mais réduire la pollution par le charbon dans les villes, la part du charbon dans le mix énergétique en Chine passerait de 2/3 aujourd'hui à environ 50% en 2040. Donc le charbon restera tout à fait présent, malgré les efforts importants qui sont faits. Et après la Chine, bien entendu, il y a l'Inde. Et l'Inde a une politique en matière énergétique, en matière de production d'électricité, qui est basée essentiellement sur les renouvelables, mais aussi sur le charbon. Donc voilà ces quelques chiffres qui me paraissent qu'il faut absolument avoir en tête quand on aborde la problématique des émissions de gaz à effet de serre au niveau économique et plus spécifiquement dans le domaine de l'énergie. C'est effectivement en décalage assez total avec le ressenti qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on développe surtout les renouvelables, on nous parle essentiellement d'éolien et de photovoltaïque, et cette idée qu'effectivement une grosse partie peut être liée au charbon dans le monde, c'est une des fausses représentations en matière d'énergie. Est-ce qu'en France aussi, on n'a pas, je me tourne vers M. Bréchet, est-ce qu'on n'a pas d'autres fausses représentations, notamment le fait que la France serait un pays tout nucléaire ?
Bon, d'une part, la France n'est pas un pays tout nucléaire. D'autre part, même simplement du point de vue de l'électricité. D'autre part, je veux dire, si on se pose la question de l'impact sur le réchauffement climatique ou en termes d'impact de CO2, la dimension du bâtiment et la dimension du transport est largement aussi importante que toutes les autres dimensions. Donc on a une espèce la spécificité française, c'est d'avoir une obsession de traiter le problème en s'imaginant que la question, c'est de savoir comment je produis de l'électricité. Donc ça, c'est une spécificité française, c'est-à-dire de refuser de voir l'aspect systémique de la question, de s'imaginer qu'on peut traiter de manière indépendante la production d'électricité, son stockage, son transport, sa distribution et son utilisation suffisamment efficace, d'oublier de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux avoir des bâtiments qui seront beaucoup plus efficaces qu'ils le sont en ce moment, sachant que je renouvelle 1% du parc du bâti. Enfin, il y a tout un tas de choses qui relèvent purement des évidences et qui sont des évidences qui sont juste passées sous le tapis parce qu'on a décidé de bonne fois pour toutes dans cet hexagone que la question qui se pose vis-à-vis des problèmes de climat, vis-à-vis des problèmes d'énergie, c'est de savoir est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas le nucléaire. Donc une fois qu'on a réduit son cerveau à 1/10 du nombre de neurones qui sont nécessaires pour qu'il fonctionne correctement, évidemment on ne peut pas faire autre chose que d'avoir une politique énergétique qui est grosso modo de l'argent de poche donné à des ados mal finis, et ça avec une constance, une méthode qui force l'admiration. Peut-être en complément, j'ai donné des chiffres mondiaux sur la répartition des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas français, pour illustrer un petit peu ce que tu disais, la production d'électricité ne représente que 5% des émissions totales de gaz à effet de serre. Et encore, ce sont des chiffres qui datent un petit peu, ce pourcentage a dû baisser. Et effectivement, la France est un des champions en matière de production, en matière d'émissions de CO2 du secteur électrique. Et ça, il faut le reconnaître, excusez-moi, c'est grâce au programme nucléaire. Ouais, à ce sujet, moi je me suis aussi, même si je suis climatologue, je m'intéresse beaucoup à la question de l'énergie, et donc j'ai regardé ça. Et en fait, la réflexion que je me fais, c'est que si on compare la France aux autres pays, pour ce qui est des émissions de CO2, la seule chose que la France fait bien pour le climat, pour les émissions de CO2, c'est le secteur électrique. Pour tout le reste, pour ce qui est des transports, pour ce qui est de l'industrie et pour ce qui est de l'habitat, on est tout à fait au même niveau que les autres pays européens. Et du coup, je suis toujours extrêmement surpris que, malgré cela, la majorité des associations écologiques, la seule chose qu'elles voudraient changer, c'est bien la production électrique. Alors que c'est la seule chose qu'on fait correctement. On prend très souvent en modèle l'Allemagne comme étant le pays qui est en avance et le pays qu'il faut suivre en matière de transition énergétique. Je rappelle que l'Allemagne est, après la Pologne, le pays qui a le mix électrique le plus émetteur de gaz à effet de serre, puisque l'Allemagne, on met en avant les milliards qui sont dépensés en faveur des énergies renouvelables, mais le résultat, c'est que 40% du mix électrique allemand est charbonnier. J'ai oublié une autre chose qui est assez spécifique de l'Hexagone, et je pense que ça vaut le coup d'en parler dans une association qui se pose la question de la robustesse d'une démarche scientifique. C'est quand même quand un scientifique sait qu'il y a une expérience grandeur nature qui se passe de l'autre côté d'une rivière et qui peut mesurer des choses, généralement il essaierait d'en tirer des conséquences. Je veux dire, on a une expérience en Allemagne de transition énergétique où tout est parfaitement mesuré, depuis les coûts jusqu'à l'impact qu'il y a sur les émissions de CO2. Je veux dire, grosso modo, vous avez dépensé, enfin, ils ont dépensé, mais il faut dire qu'ils ont les moyens. Donc, quand on est riche, on ne compte pas quelque chose comme 600 milliards d'euros pour un impact sur les émissions de CO2 qui est essentiellement rien. Essentiellement rien. Les engagements qu'on a pris en France sont de l'ordre de 120 milliards d'euros, avec un impact sur les émissions de CO2 qui est égal à essentiellement zéro. Donc on est juste dans une situation, on est dans un déni de réalité, pas simplement sur les raisonnements, mais même sur les mesures.
Et je pense que ça, c'est une question qui est intéressante pour la FIS, de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des mesures, des données, une expérience. Ce n'est pas une question de faire du upscaling, hein. On l'a, cette expérience, et elle ne date pas de 6 mois, elle s'est étalée sur, grosso modo, une dizaine d'années. Eh bien ça, ce truc-là, c'est l'omerta. Rien, on n'en parle pas. Bon. Ça me semble mériter réflexion. Ceci dit, tout à l'heure, il a été dit que la science ne disait pas ce qu'il faut faire, et effectivement, et la science, du coup, ne dit pas si la priorité, c'est de sortir du nucléaire, ou si la priorité, c'est d'émettre moins de CO2. Je veux dire, moi, ma priorité personnelle, c'est de limiter les émissions de CO2, mais ce n'est pas la science qui va dire ça. Donc il y a un vrai problème lorsque les gens disent pour lutter contre le changement climatique, il faut développer des énergies renouvelables en France. Là, il y a une erreur de raisonnement. Par contre, les gens qui disent moi, ma priorité, c'est de sortir du nucléaire, je pense que c'est plus important que de lutter contre le climat. À ce moment-là, on peut dire c'est important de développer les renouvelables pour sortir de ça. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit à ce niveau-là. Ce n'est pas la science qui dit qu'il faut développer le nucléaire en France. Je veux dire, l'objectif d'une politique énergétique, c'est d'assurer une transition vers un système énergétique durable. Un système énergétique durable au sens du développement durable qui a été défini en 1988 par Madame Brundtland, ancienne Premier ministre norvégienne, dans un rapport qui a été remis à l'ONU. Et pour elle, le développement durable doit avoir impérativement 3 dimensions. Une dimension économique, une dimension environnementale et une dimension sociale. Et il faut faire attention lorsqu'on parle de transition vers un système énergétique durable à ne pas prendre en compte uniquement la dimension environnementale. N'oublions pas les dimensions économiques et les dimensions sociales. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui même nous rappelle ce fait. Je voudrais revenir sur les fausses représentations. On parlait d'une spécificité nucléaire française. Aujourd'hui, il y a un sondage qui a été fait par l'IRSN où on voit qu'en 2017, 44% des gens pensent que le nucléaire contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Et même si on compte ceux qui pensent que ça contribue un peu, on est à plus de 80%. Est-ce que vous pouvez commenter ces chiffres, monsieur Bréchet ? Là, vous allez voir à quel point je suis un fossile. Je suis intimement persuadé qu'il fait partie des devoirs de l'État d'instruire sa population. Je veux dire, quand on a des énormités comme ça qui sortent, et qu'il n'y a pas une voix officielle, pas une voix, ni dans le ministère de l'Industrie, ni dans le ministère de la Recherche, ni dans les agences qui sont censées s'occuper de l'énergie, qui disent simplement ce fait que ça n'est pas vrai, je veux dire, il y a quelque chose qui est choquant. Choquant, pas simplement pour le problème de l'énergie, mais choquant par rapport au devoir de l'État de dire ce qui est juste une vérité scientifique. Alors après, je suis assez d'accord avec François Barry. Je veux dire, pour moi, il y a un mélange des genres entre les objectifs qu'on se donne et les moyens qu'on se donne pour les atteindre. Je veux dire, moi, si on me dit l'argument que je considère comme un petit peu léger d'un point de vue scientifique et technique de dire « je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier », je veux dire, on en arrive à une situation où c'est à peu près le niveau de réflexion de Madame Michu. Enfin bon, bref, je veux bien qu'on diminue le pourcentage d'œufs, on peut tout à fait imaginer de faire ça, et ça ne me choque pas. Mais qu'on dise on est en retard dans la lutte contre le réchauffement climatique, simplement parce qu'on est en retard dans le nombre d'éoliennes qu'on a plantées, je veux dire, ça me choque. Donc ça veut dire qu'il y a un mélange des gens. Et je veux dire, c'est un problème qui arrive à tout ingénieur. Un ingénieur qui a à faire une optimisation, il a un certain nombre de choses à optimiser. Les choses à optimiser, ça peut être les émissions de CO2, ça peut être la dépendance nationale, ça peut être le secteur économique que ça permet de développer, ça peut être... On peut imaginer plein de choses. Et puis il y a un certain nombre d'astreintes qui sont les conditions aux limites, et puis il y a un certain nombre de moyens pour pouvoir le réaliser. On est dans une espèce de gigantesque gloubi-boulga où on mélange les moyens, les astreintes, les objectifs dans un truc où finalement on se demande est-ce que ça fait joli dans le paysage. Enfin, ça ne fait pas joli dans le paysage. Donc je pense qu'il y a une première chose, c'est que quand il y a quelque chose qui est objectivement faux, et là on peut être pour ou contre le nucléaire, de dire que le nucléaire contribue pour 80% aux émissions de gaz à effet de serre, c'est juste faux.
Je veux dire, quand il y a quelque chose de faux qui apparaît comme apparaissant de manière majoritaire dans la population et que c'est objectivement faux, il est complètement anormal dans un pays démocratique que l'État se considère comme dédouané du fait de dire que c'est faux. Je pense qu'on est un petit peu dans une ère anti-Saint Thomas. Saint Thomas, c'est « je vois ce que je crois ». Maintenant, c'est « je crois… pardon. Saint Thomas, c'est « je crois ce que je vois ». Et aujourd'hui, malheureusement, c'est « je ne vois que ce que je crois ». Et malheureusement, des ministres ont quelquefois des phrases un petit peu surprenantes en disant « je crois à ci, je crois à ça ». Alors là… il faut, quand on parle d'émissions, enfin ce graphique montre qu'il faut intégrer les émissions liées à l'exploitation, mais il faut intégrer aussi les émissions liées à la construction. Alors, ce qui est tout à fait évident, et Yves l'a dit très clairement, c'est que le nucléaire n'émet pas de CO2 au niveau de l'exploitation, sauf un petit peu la vapeur d'eau, mais enfin, on nous a dit que ce n'était pas très important, et je souscris tout à fait à ça. Par contre, il faut intégrer aussi, dans une approche d'analyse du cycle de vie complète, les émissions qui sont liées à la construction des installations. Et là, c'est un chiffre qui vous surprendra sûrement, mais les études montrent que pour construire une éolienne, il faut quand même beaucoup de béton. Et la quantité de béton et donc d'émissions de CO2 liées à la fabrication du béton est très significativement supérieure dans le cas des éoliennes que dans le cas du nucléaire. Je voudrais revenir sur les énergies renouvelables qui ont le vent en poupe dans tous les sens du terme. Elles se développent, aujourd'hui elles représentent la majeure partie des investissements du secteur énergétique à l'échelle mondiale. Est-ce que les énergies renouvelables ont la capacité de répondre à l'enjeu climatique ? Enfin, je ne sais pas si on peut dire oui ou non, enfin, ça dépend des moyens qu'on va se donner, mais enfin, en tout cas en France ou même en Allemagne, enfin, si on voulait développer un système basé sur les renouvelables en France, et je pense que ce qui va se passer aussi en Allemagne, le gros problème des énergies renouvelables, ce sont leur intermittence. C'est-à-dire que pour le soleil, c'est très très évident que l'énergie solaire ne produit pas la nuit. Et même, en fait, de manière générale, en hiver, la production de photovoltaïque est typiquement 4 à 5 fois plus faible que ce qu'elle est pendant l'été. Donc, en fait, on va devoir avoir des moyens pour compenser cette intermittence. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait soit des moyens de stockage très, très importants, comme des batteries ou des steppes ou des choses comme ça, qui restent à monter. Donc, vous avez peut-être compris que moi aussi, comme mes voisins, je suis un grand partisan de l'énergie nucléaire parce que je pense que c'est la moins mauvaise des solutions actuellement. Mais je pense quand même qu'il faut admettre que, d'une part, c'est vrai pour les pays comme la France, comme l'Allemagne, les États-Unis. Maintenant, pour des pays qui sont plus de basse latitude, c'est-à-dire où le cycle annuel du Soleil n'est pas le même ce qu'il est dans les moyennes latitudes, et puis qui n'ont pas forcément la structure sociale qui est nécessaire pour la gestion d'un parc nucléaire. Dans ce cadre-là, on peut imaginer que les énergies renouvelables apportent quelque chose. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas nier l'hypothèse qu'un jour on aura une super idée pour stocker de l'énergie. Et donc si on avait ce système-là, alors à ce moment-là, les énergies renouvelables peut-être pourraient apporter l'énergie dont on a besoin. Mais en tout cas, tant que ces moyens de stockage n'existent pas, personnellement, je n'y crois pas, même si ce n'est pas le bon terme. Bon, j'ai plusieurs points. Le premier, c'est, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à ces questions-là. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une inertie naturelle à ces systèmes, qui est qu'il y a déjà des investissements existants, et ces investissements, je ne parle pas des centrales, je parle juste des réseaux.
C'est pas du tout la même chose de développer un mix électrique en Inde où le réseau est essentiellement inexistant, et en France où vous avez un réseau qui est extraordinairement structuré, qui a été structuré pour une production centralisée, une consommation centralisée. C'est même amusant, même simplement du point de vue de l'historien. Vous voyez, les villes, elles sont le long des rivières. Le long des rivières, c'est aussi l'endroit où se trouvent les industries. Ça tombe bien pour le nucléaire parce qu'il y a besoin d'eau pour le faire fonctionner. On met les centrales sur le long des rivières aussi. Et du coup, l'ensemble de tout ça, c'est quelque chose qui est complètement optimisé. Alors ça veut dire que si vous voulez sortir de ça, eh bien, on peut le faire, mais ça prend du temps. Et ça dépend, il faut aussi se demander vers quoi on va, qu'est-ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise un mix énergétique qui est un mix de bobos et de retraités, ou est-ce qu'on vise un mix énergétique qui a besoin d'énergie centralisée pour des industries centralisées? Et quand je dis des industries centralisées, c'est pas forcément des fours à verre ou des hauts fourneaux. Je veux dire, vous prenez tout ce qu'on nous parle de l'industrie numérique, ça a une consommation d'électricité qui est juste gigantesque. Ces choses-là. Donc, la première chose qu'il faut se poser, c'est quel est le lien de ce qu'on essaye de développer avec l'ensemble de l'industrie et de l'économie qui va aller avec ça. Puis la deuxième chose, moi, ça c'est encore un truc, il y a guère que chez nous où on imagine que je saute d'un avion en marche en me disant j'aurai bien le temps de tricoter le parachute avant de m'écraser au sol. Enfin, moi j'ai plutôt tendance à me dire est-ce que j'ai un parachute? Et donc, fondamentalement, la question qui se pose, c'est de dire qu'il faut savoir distinguer la recherche à court moyen terme et la recherche à moyen long terme. Et au lieu de les décliner en termes d'années, il faut les décliner en termes de pertinence. Pour moi, une recherche à court moyen terme, c'est une recherche d'objets technologiques et scientifiques et de connaissances scientifiques que l'on peut faire en parallèle à la décision qu'on est en train de prendre. Une recherche à moyen long terme, c'est une recherche qu'on doit faire avant d'avoir un développement massif d'un choix. Et je veux dire, le mélange des deux fait que de développer massivement les énergies alternatives avant d'avoir eu cette réflexion de fond sur quels vont être les outils qui vont la rendre possible, et bien ça, c'est ce que j'appelle un acte de foi, et je me méfie un peu des actes de foi, personnellement. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se dire... Alors maintenant, le risque qu'il y a à ça, c'est qu'évidemment, il y a toujours des bonnes âmes qui vont dire écoute, on a un truc qui marche, il ne faut surtout pas qu'on cherche autre chose. Et la recherche à moyen long terme, c'est pas la peine de la faire. Je dis au contraire, la recherche à moyen long terme, il faut la lancer tout de suite, parce que c'est ça qui nous permettra éventuellement, à échéance de 30 ans, à échéance de 40 ans, de faire autre chose. Mais d'imaginer que je peux prendre les décisions à échéance de 30 ou 40 ans en n'ayant pas fait la recherche qui nous permet de les rendre viables, faisables, je trouve ça juste inconscient. Là, le débat sur le 100% renouvelable est un débat qui est important, qui recueille quand même beaucoup de réactions positives de la part de nos concitoyens. Alors, un fait, d'abord, le 100% renouvelable, c'est possible. Existe dans la totalité de la production d'électricité en Norvège ou en Islande, provient de sources d'énergie renouvelables. Ça ne veut pas dire, mais ça correspond quand même à des conditions géographiques qui sont quand même tout à fait particulières. Est-ce que pour autant on peut considérer que le 100% renouvelable est une solution accessible demain? Alors il y a des études qui ont été faites par l'ADEME. Alors ce sont des études, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ce sont des études qui sont tout à fait très théoriques, elles sont bien faites, ils financent des consultants pour ça. Mais sur la base d'hypothèses qui sont quand même pas très bien définies ou qui ne sont pas. Mais par contre, ils examinent dans quelles sont les conditions qui permettraient, en partant d'une table rase en France, de construire un système électrique 100% renouvelable en 2050. On voit que ça a un côté quand même tout à fait théorique parce qu'on ne voit pas très bien comment on passe de la situation d'aujourd'hui à la situation idéale de 2050. On ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas quelles sont les conséquences économiques et sociales. Et je reviens à ma définition du développement durable et des 3 pieds du développement durable. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce genre d'idée qui est avancée un petit peu, je trouve, à la légère,
ce genre d'idée trouve quand même un impact important au niveau de nos concitoyens. J'en veux pour preuve le fait que 3 ou 4 des candidats à la dernière présidentielle en France, mettaient dans leur programme, dans le domaine de l'énergie, 100% électricité renouvelable. On va revenir un petit peu sur la question du changement climatique. Quand on parle du réchauffement climatique, on s'intéresse surtout à comment l'éviter. Et François-Marie disait tout à l'heure que de toute façon, le niveau de l'eau va monter de façon inéluctable maintenant. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits pour se préparer au réchauffement climatique aujourd'hui? Et est-ce que dans les travaux de recherche aujourd'hui, est-ce qu'on aborde les deux questions qui sont d'essayer de limiter l'ampleur du réchauffement climatique, mais également de se préparer à ses conséquences? Donc, en fait, je dirais qu'il y a 3 choses. Limiter le changement climatique, donc je pense qu'on a à peu près tous compris, et les gouvernements ont aussi compris que ça passait par une limitation des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qui a conduit à la COP 21, enfin les différentes COP. Donc ça, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, la compréhension et l'objectif sont clairement affichés. Maintenant, se préparer au changement climatique, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est relativement bien passé dans la société. En tout cas, moi, dans mon travail, je veux dire, il y a quand même pas mal de gens qui viennent nous voir, des forestiers, par exemple, qui ont réalisé que le climat, puisqu'ils ont vraiment des objectifs qui sont toujours à long terme, ils viennent nous voir pour dire, quel type d'espèce, quel va être le climat, pour savoir quel type d'espèce on a intérêt à planter maintenant. C'est vrai aussi pour les gens qui construisent des bâtiments. Je pense que la construction des bâtiments intègre aujourd'hui déjà, en tout cas quand je discute avec des gens, ils réfléchissent à puisque je construis un bâtiment qui normalement est fait pour durer une 50aine d'années, je sais que dans 50 ans et même dans 20 ans, le climat ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Et donc il y a quand même déjà des gens qui réfléchissent à ça. Je pense que aussi, quand on voit la gestion des côtes, moi j'ai l'impression quand même que cette histoire que le niveau des mers va continuer à monter, c'est quelque chose qui est quand même bien passé, en tout cas en France, chez un certain nombre de décideurs. Donc, d'une certaine manière, je suis relativement optimiste sur au moins que cette idée soit bien passée à plusieurs niveaux de la société, qu'on sait qu'il va y avoir des impacts. Maintenant, peut-être le dernier point, c'est qu'il y a aussi des gens qui commencent à réfléchir en se disant mais de toute façon, on ne va pas réussir à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Empiriquement, c'est un petit peu ça. Même tous les pays, y compris la France d'ailleurs, qui ont signé les accords de Paris, ne font pas grand-chose objectivement pour diminuer les émissions. Donc, moi, je pense plutôt qu'on va continuer à émettre plus ou à stabiliser mollement, alors qu'en fait, l'objectif, ça serait de diminuer de 3 à 5% par an. Donc, vers quel échauffement on se dirige je pense qu'on se dirige vers 4 degrés à la fin du siècle, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a des gens qui réfléchissent très sérieusement à dire, mais finalement, il faut qu'on fasse de la climato-ingénierie, c'est-à-dire qu'on développe des choses pour refroidir le climat, et il y a des choses qui sont objectivement, techniquement faisables. Mais avec un certain nombre de conséquences qui peuvent être graves. Et finalement, la chose qui techniquement est en tout cas toujours sur le papier, qui est le plus avancé, ça serait d'injecter du soufre dans la très haute atmosphère. Dans la très haute atmosphère pour que ça soit au-dessus des précipitations. Donc ça reste pendant plusieurs années. Donc en gros, ça serait faire l'équivalent d'une grosse éruption volcanique un peu en permanence, et on sait que ça, c'est un moyen de refroidir le climat. Je pense qu'il y a des gens il y a des gens qui y réfléchissent, il y a des gens qui font de la modélisation autour de ça. Donc ça serait un moyen potentiel de refroidir le climat, mais avec des conséquences qui sont énormes. Et puis surtout, puisque ces particules, elles retombent au fur et à mesure, ça veut dire qu'il faut les injecter en permanence. Et donc, c'est finalement une charge qu'on va demander aux générations futures. Mais donc, oui, il y a aussi des réflexions sur la géo-ingénierie. Bon, et puis, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu moins dangereuses, comme, par exemple, planter des forêts supplémentaires pour capter une partie du carbone de l'atmosphère.
l'air, voire même faire des choses où on plante une forêt, ensuite on brûle cette même forêt, on coupe la forêt, on la brûle en conservant le CO2, le dioxyde de carbone, et en l'injectant dans le sous-sol, et puis en replantant une forêt au même endroit. Et donc, ça serait un moyen de capter une partie du dioxyde de carbone de l'air et donc de limiter le changement climatique. Donc, il y a un certain nombre de choses de ce type-là qu'on appelle de la géo-ingénierie. Et peut-être que c'est quelque chose qui va devenir strictement nécessaire lorsqu'on s'apercevra que les conséquences du réchauffement climatique sont trop importantes. Je vous remercie. On arrive à la fin de cette table ronde. Si vous pouvez juste faire un mot de conclusion en 1 minute chacun. Je voulais juste, avant la conclusion, je voudrais juste compléter ce que vient de dire François-Marie. Je pense qu'il y a juste un problème, enfin je ne parle même pas de l'idée qui s'en souffre là, mais je pense qu'il y a juste un problème qui est de s'adapter au réchauffement climatique. Prenons simplement s'adapter au niveau de la montée de la mer. Ce n'est pas vraiment la même chose de se poser la question aux Pays-Bas et de se poser la question au Bangladesh. Et donc on est clairement dans une situation où l'adaptation, on peut la penser du style chacun son problème, les autres se débrouillent, à part que les pays qui ne peuvent pas se débrouiller... je ne pense pas qu'ils vont rester tranquillement les bras croisés. Donc ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de conséquences géopolitiques qui vont aller avec ça, qui dépassent largement les aspects techniques. Donc l'adaptation au réchauffement climatique, je ne vois pas comment on peut le penser uniquement à un niveau national. Pour moi, c'est quelque chose qui intrinsèquement doit avoir autant que la lutte contre le réchauffement climatique une dimension internationale. Mais pour une fois, essayons de faire les choses pour de vrai, quoi. Enfin, une remarque et 3 points en conclusion. Sur la géo-ingénierie, l'Académie des technologies a rédigé un rapport et je pense qu'il convient d'être quand même très prudent parce qu'il y a beaucoup d'idées quand même très fumeuses qui sont avancées et qui paraissent totalement irréalistes. Il y a deux remarques conclusives. D'abord, adaptation, mitigation. Lors du protocole de Kyoto en 1997, on insistait à la fois sur les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi les mesures à prendre pour s'adapter au changement climatique. Force est de reconnaître qu'au fur et à mesure des conférences des parties, des COP, la partie mitigation a pris le dessus. On ne parlait que de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et on ne parlait plus du tout de cet aspect adaptation. Et à partir du moment où on constate quand même qu'il y a une augmentation année après année des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait quand même se préoccuper beaucoup plus qu'on le fait vraiment sur les aspects adaptation. Ça va être, je pense, un point important de la COP24 qui se tiendra en Pologne très, très prochainement. L'adaptation, c'est important, c'est aujourd'hui, et je témoigne en tant qu'administrateur d'EDF, que EDF se préoccupe de l'adaptation de ces barrages, puisqu'effectivement, il y a des phénomènes exceptionnels qui pouvaient apparaître tous les 150 ans, qui peut-être apparaîtront tous les 50 ans, qui nécessitent de se poser la question de savoir quelles sont les adaptations à faire, les investissements à faire, de façon à adapter l'outil de production à ces phénomènes nouveaux qu'on ne peut plus exclure. Ça suppose l'adaptation suppose une solidarité internationale. Et là aussi, je regrette qu'au fur et à mesure, tous les mécanismes de développement propre qui avaient été mis en place dans le protocole de Kyoto aient été abandonnés ou qu'on en parle beaucoup moins. Le mécanisme de développement propre, c'était des mécanismes dans lesquels les sociétés riches investissaient pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays pauvres et aussi pour les aider à s'adapter. Investir dans les pays pauvres, c'est là où c'est le plus rentable, c'est là où le coût à la tonne de CO2 est le plus faible. Donc ce sont des mécanismes qui étaient tout à fait vertueux. Malheureusement, c'était un petit peu des usines à gaz et on en parle beaucoup moins. Un dernier point pour conclure. On parle beaucoup du prix du CO2 et la solution facile, c'est de dire il suffit d'établir un prix du CO2.
c'est un petit peu ce dont on parle, ce dont certains parlent aujourd'hui sur les routes. Il suffit d'établir un prix du CO2 et à ce moment-là, tous les problèmes seront réglés. Sauf que le problème, c'est vrai que s'il y avait un prix du CO2 qui s'imposait dans toutes les activités, à ce moment-là, naturellement, les économies s'adapteraient vers les investisseurs et les utilisateurs choisiraient les technologies les moins émettrices de CO2. Sauf que lors de la COP21, le sujet n'a pas été abordé, et de façon prudente, parce qu'il était évident qu'aucun accord ne pouvait être obtenu sur ce sujet. Aucun accord ne peut être obtenu sur ce sujet au niveau international, donc il vaut mieux attendre un petit peu. Aucun accord aussi ne peut être obtenu sur ce sujet au niveau européen. Vous savez que la France est en faveur d'un prix minimum du CO2. Malheureusement, l'Allemagne, le gouvernement allemand, juste la semaine dernière, vient de prendre une position très claire en disant qu'il n'en est pas question. Donc même au niveau européen, on ne va pas avoir de prix du CO2 avant un certain temps. De là à établir un prix du CO2 spécifiquement pour la France, je crains qu'on ne se tire une balle dans le pied dans la mesure où ça risque d'handicaper nos entreprises. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un débat plus politique. Merci. Une minute. Juste en moins d'une minute, moi je voudrais que vous réalisiez que contrairement au sujet des tables rondes qui vont venir, sur ce qui est le climat, on a gagné la bataille médiatique. C'est-à-dire que les journalistes sont intimement persuadés qu'il y a changement climatique, que ce changement climatique est bien dû à l'homme. Et ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans, où il y avait à peu près autant d'articles climato-sceptiques que d'articles qui disaient la science. Mais voilà, donc sur ce sujet, on trouve dans les médias des choses qui sont assez proches de ce que dit la science. Eh bien, sur l'aspect énergétique, je crois que la bataille médiatique est perdue. Mais pas la guerre. Merci. Je voudrais qu'on remercie nos 3 intervenants pour cette table ronde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.